C'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode EJT Sport de l'année 2025, déjà le 11e de la saison. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un véritable tour du monde sportif. On commencera dans notre chère région toulousaine pour parler de l'actualité de nos équipes locales avec Nicolas Montero, en faisant un petit détour par l'Afrique du Sud où on joue nos rugbymen du Stade Toulousain. On prendra ensuite les directions de Melbourne pour rejoindre Léopold qui nous fera un point sur le début de l'Open d'Australie. Carla Lepage continuera ensuite de nous faire voyager avec l'actualité en bref, en passant par l'Arabie Saoudite pour le Dakar, la Suède pour le biathlon, encore l'Espagne pour la Supercoupe. La carte blanche de Théo de Souza nous fera également voir du pays, puisqu'il résumera tous les grands événements sportifs auxquels nous aurons droit en 2025 sur la planète sport. On retournera ensuite en France pour le débat où Quentin Girard et Daniel Lombroso discuteront du futur sélectionneur de l'équipe de France de foot après l'annonce du départ de Didier Deschamps en 2026. Et on terminera comme d'habitude par un quiz. Mais avant ça, on va rejoindre Nico pour l'actu régionale. Salut Nico. Salut Pierre. Toute la planète rugby attendait ce choc avec impatience, mais malheureusement, il n'a pas été au niveau des attentes. Alors que l'on salivait devant ce match qui s'annonçait mémorable, il n'en sera finalement rien. Sous la forte chaleur de Durban, couplé à un taux d'humidité très élevé, l'accumulation des fautes de main et des mauvais choix de jeu aura eu raison du festival offensif auquel les Rouges et Noirs nous ont habitués depuis le début de saison. Et pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Avec Movaka qui allumait la première mèche en franchissant la défense durbanaise dès la 3e minute, ou encore Meafou qui marquait un essai tout en puissance, on pouvait se dire que nous allions avoir droit à une partie extrêmement débridée. Mais malgré une certaine domination, les coéquipiers d'Antoine Dupont ne parviendront pas à franchir de nouveau la ligne au cours de ce premier acte à cause d'un grand manque de fluidité et de continuité dans le jeu. Si bien que, petit événement, pour la première fois de la saison en Champions Cup, les Toulousains marquent des points autrement que par des essais. En réussite face au poteau, le buteur Thomas Ramos réussit 2 pénalités pour porter la marque à 13-3 à la pause en faveur de son équipe. Le retour des vestiaires laissait pourtant présager du mieux. Vexés de leurs 40 premières minutes, les Toulousains sont revenus en trombe sur la pelouse du Kings Park Stadium. Après un gros travail de Mathis Lebel et une magnifique passe en pivot à l'aveugle de son arrière, Blair Kinghorn dézone de son aile pour venir aplatir un coin seulement 2 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période. Ramos, lui, ne tremble pas et ajoute 2 points supplémentaires en passant la transformation pour tuer le match. Seulement, voilà, il s'agira des derniers points de l'après-midi pour les joueurs du Gomola. Sur un faux rythme constant, la partie ne parvient jamais à s'emballer comme en témoignent les 13 pénalités concédées par les Rouges et Noirs. Il faut aussi dire que la bande à Colissi n'a pas aidé à sortir de ce faux rythme. Sans idée et apathiques, les Sud-Africains n'ont tout simplement rien proposé pour essayer de revenir dans la partie. À l'arrivée, c'est une victoire, mais elle pourrait coûter cher pour la suite. Vainqueurs 20-8, les Toulousains repartent d'Afrique du Sud avec une victoire au goût amer. Trop imprécis, ils ont laissé filer un point de bonus offensif qui semblait leur tendre les bras. Avec 14 unités en 3 rencontres, les pensionnaires du stade Ernest Vallon réalisent une mauvaise opération au classement en laissant la tête de la poule au Bordelais. Sur un sans faute jusqu'à maintenant avec 15 points au compteur, Damien Penaud et ses partenaires ont donc toutes les cartes en main pour terminer premier de leur groupe et ainsi avoir l'avantage de recevoir leur potentiel 8e, quart et demi-finale. Un plus non négligeable à vue d'atteindre la finale. Pour connaître la conclusion de cet épilogue, rendez-vous la semaine prochaine avec les alléchants et très importants Bordeaux Sharks et Toulouse Leicester. Merci Nico pour ce retour très complet sur ce match qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. Allez, on quitte Durban, direction Melbourne pour retrouver Léopold qui va nous parler de l'Open d'Australie. Salut Léo. Salut Pierre. Le premier grand chelem de l'année a démarré ce week-end à Melbourne pour définitivement lancer la saison de tennis 2025. Et qui dit début de saison dit forcément beaucoup d'interrogations et de surprises. Un Open d'Australie mythique, c'est en tout cas la question que se pose Eurosport au début de ce premier grand chelem de l'année. Djokovic, Sinner, Swiatek, Sabalenka, ils sont tous là, prêts à en découdre sous un temps étonnamment capricieux à Melbourne. Mais cette édition 2025 ne sera pas seulement une affaire de tête d'affiche. Et oui, les Français aussi comptent bien briller sur les cours australiens. Et d'ailleurs, petite mise en bouche, Gaël Monfils, le showman tricolore, vient de rappeler au monde qu'à 38 ans, il est toujours là, toujours aussi flamboyant. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, il a décroché son 13e titre en carrière,
Une victoire historique, Monfils devient le joueur le plus âgé à s'imposer sur le circuit principal depuis 1977. On se demande jusqu'où il peut aller. Eh bien c'est simple, il l'a dit lui-même, l'âge n'est qu'un nombre, et pour Lucas Pouille, son secret c'est d'être fait différemment, une condition physique hors norme, un mental d'acier et surtout ce plaisir intact de jouer, de faire le show. Monfils est immortel et Giovanni Mpecci Péricard, son adversaire au premier tour de l'Open d'Australie, ferait bien de s'en méfier. Mais revenons à Melbourne, où la compétition a débuté ce dimanche. Côté tricolore, la première journée a réservé de belles surprises. Arthur Fils, tête de série numéro 20, a dû s'employer pour renverser Otto Virtanen en 4-7, un match solide qui confirme les progrès du jeune français. Hugo Gaston, de son côté, a été perturbé par une longue interruption due à la pluie, mais cela n'a pas suffi à le déstabiliser. Il s'impose face à l'Australien Omar Jessica. Hugo Humbert a également répondu présent en maîtrisant Matteo Gigante. Quentin Alice, performance héroïque en revenant de 2-7-0 pour battre Adam Walton dans un marathon en 5 manches. Et côté favori, est-ce qu'il y a des noms à suivre ? Oh que oui, Novak Djokovic, bien sûr, 10 fois vainqueur ici, est bien rentré dans la compétition en battant Nicesh Basavaredi, mais serait-ce sa dernière grande compétition ? Les spécialistes s'interrogent, car attention, le vent du renouveau souffle fort. Yannick Sinner, l'Italien en pleine ascension, pourrait bien de nouveau l'emporter, lui qui avait gagné l'édition 2024, et il ne faut pas oublier Carlos Alcaraz, l'Espagnol tentera de remporter son premier slam sur la terre des kangourous. Enfin, chez les femmes, Aryna Sabalenka, double tenante du titre, est évidemment à surveiller. Merci Léo pour ces explications. Avec ça, on a toutes les clés en main pour comprendre les enjeux de ce premier grand chelem de l'année. Bon, maintenant, si on veut regarder les matchs, il va falloir régler le réveil parce que les matchs se jouent entre 1h du matin et 14h en France. Du coup, on va plutôt retourner en Europe pour les brèves. Là au moins, pas au peu de décalage horaire, mais beaucoup d'informations que va nous présenter Carla Lepage. Salut Carla. Salut Pierre. Et on commence le tour de l'actu avec la victoire des Bleus face au Portugal en hand. Après la République tchèque où elle s'est imposée avec un score de 37-28, la France signe la fin des préparations au mondial face aux Portugais avec un score de 44-38 et s'envole donc pour la Croatie où elle affrontera le Qatar. En cyclocross, un Français s'est aussi envolé pour un nouveau titre. En effet, Clément Venturini a remporté son 7e titre de champion de France à Pontchâteau. Grand favori de ces championnats de France, le cycliste lyonnais a devancé Joshua Dubos et Fabien Doubé. À 31 ans, il égale Eugène Christophe et André Dufresne. En biathlon, en revanche, on peut dire que la France est aux abonnés deuxième. Et oui, pour la 4e fois de cette saison de Coupe du Monde, en 4 relais mixtes, la France s'est contentée de la 2e place. C'était à Oberhof ce dimanche. Le quatuor, composé de Fabien Claude, Éric Perrault, Jeanne Richard et Lou Jean Monod, s'est incliné face à la Suède tandis que la Norvège termine 3e. On a aussi eu une grosse frayeur du côté du Dakar 2025. Un tonneau impressionnant à plus de 100 km/h. Gerlin Chicheri a été évacué par hélicoptère avec son coéquipier Alexandre Vinok alors qu'il disputait son 14e Dakar. Il se serait blessé au cervical et sa Mini a été quasiment détruite lors de cette 6e étape du Dakar 2025 en Arabie Saoudite. Et comment ne pas parler de la victoire des Barcelonais face au Real ? Un stade de Jeddah en feu ce dimanche. Le FC Barcelone s'est offert la Supercoupe d'Espagne avec un score de 5-2 face au Real Madrid. Si Kylian Mbappé a ouvert le score au Madrilène, le Barça a largement dominé lors de ce Classico. Pour le Real Madrid, c'est une claque qui vient s'ajouter à celle reçue en Liga en octobre dernier. Et puis en boxe, Tyson Fury a créé la surprise. On l'a appris ce lundi 13 janvier, Tyson Fury, ancien champion des poids lourds, a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo de 18 secondes, l'Anglais de 36 ans affirme avoir adoré chaque minute. Il a récemment été battu par l'Ukrainien Alexander Usyk. Reste à savoir si sa retraite sera effective ou s'il s'agit d'un énième coup de bluff de la part du boxeur. Merci Carla pour ce retour très complet sur l'actu sportive du week-end. On se lance désormais dans un retour vers le futur avec Théo qui va nous faire le point sur tous les grands événements sportifs qui nous attendent en 2025. Salut Théo. Salut Pierre. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh! Elle nous casse les L'année 2025 va être riche en événements sportifs et en émotions. Et oui, elle s'annonce palpitante pour les passionnés de sport, avec des compétitions d'exception qui rythmeront chaque saison. Et ça commence dès maintenant. Dès demain, l'attention se portera sur l'arrivée de la 10e édition du Vendée Globe. Entre le 15 et le 17 janvier, les premiers skippers franchiront la ligne d'arrivée, offrant peut-être un nouveau record à cette course légendaire. En parallèle, les cours de Melbourne accueillent l'Open d'Australie du 12 au 26 janvier, premier du Grand Chelem de la saison, prélude à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Le 31 janvier marquera le lancement du tournoi de destination, du 31 au 15 mars. Après une année 2024 marquée par des polémiques extrasportives, le 15 de France, mené par Antoine Dupont, tentera un nouveau Grand Chelem
entamant sa campagne face au Pays de Galles au Stade de France. On aura aussi des compétitions prestigieuses au printemps. Oui, le 16 mars, la Formule 1 débutera sa saison en Australie. Cette année sera historique, célébrant les 75 ans de la discipline avec des changements majeurs. Lewis Hamilton rejoint Ferrari, tandis que le Français Isaac Hadjar fait ses débuts sur la grille. En football, les Bleus joueront les quarts de finale de la Ligue des Nations autour du 20 mars contre la Croatie, espérant atteindre les demi-finales en juillet. Pendant ce temps, les championnats du monde de tennis de table, du 15 au 25 mai, mettront en lumière les frères Alexis et Félix Lebrun, qui tenteront de briller à Doha après leur exploit au JO de Paris. Et pendant l'été ? L'été promet une succession d'événements marquants. La Coupe du monde des clubs de la FIFA dans un nouveau format à 32 équipes se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet, avec notamment le PSG en lice. Le Tour de France du 5 au 27 juillet fera son grand retour à Paris avec un départ depuis Lille. Julien-Alain Philippe, sous ses nouvelles couleurs de Tudor Pro Cycling, espère s'illustrer. Parallèlement, Léon Marchand sera la figure incontournable des mondiaux de natation à Singapour du 11 juillet au 3 août où il visera de nouveaux records après ses performances au JO. En football féminin, l'Euro ensuite, du 2 au 27 juillet, verra les Bleus affronter l'Angleterre, tenant du titre, les Pays-Bas et le Pays de Galles dans un groupe relevé. Le basket sera également à l'honneur avec Victor Wembanyama et l'équipe de France masculine qui débuteront l'Euro de basket à partir du 17 août. Enfin, la Coupe du monde du rugby féminin en Angleterre du 22 août au 27 septembre offrira une chance aux Françaises de briller dans une discipline en pleine croissance. Et comment va se finir 2025 ? Pour conclure l'année, les Bleus du handball tenteront de défendre leur titre lors du mondial féminin du 27 novembre au 14 décembre organisé en Allemagne et aux Pays-Bas. Enfin, la Coupe d'Afrique des Nations, du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc, promet un spectacle grandiose avec les Lions de l'Atlas parmi les favoris pour succéder à la Côte d'Ivoire, championne en 2024. Selon les sondages réalisés par l'équipe, les Français placent le tournoi destination à 27% des votes et le Tour de France à 22% parmi les événements les plus attendus. L'Euro de basket à 10% et les mondiaux de natation à 11% suscitent également un grand engouement. En 2025, le sport sera une nouvelle fois au centre de toutes les passions, avec des moments mémorables en perspective. Merci Théo, j'espère que tout le monde a bien noté tous ces événements dans son calendrier pour être sûr de ne rien rater. Place désormais à la bagarre entre Quentin et Daniel qui vont chausser les gants de boxe pour s'envoyer des grands uppercuts au sujet du poste de sélectionneur en équipe de France de foot. C'est l'heure du débat. C'est une réussite insolente. Vous pensez ? Moi je pense pas. Mais non! Arrête, franchement, je m'en vais. Arrête de dire ça. Coup de tonnerre dans le football français, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus depuis 2012, a annoncé mardi 7 janvier qu'il quitterait son poste à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Une annonce précoce à 1 an et demi de l'échéance qui permet de bien prendre le temps de réfléchir à sa succession, mais il y en a qui ont déjà une idée bien précise en tête et c'est ton cas Quentin. Bah oui, moi je vois pas comment on peut penser à quelqu'un d'autre que Zidane. On parle quand même d'un mec qui a entraîné sur ses 3 premières saisons en tant qu'entraîneur. Il a quand même remporté 3 fois la Ligue des Champions, 3 fois d'affilée, c'est un record. C'est le seul entraîneur du monde à avoir fait ça et c'est aussi le seul entraîneur français à avoir gagné la Ligue des Champions depuis un certain temps. Et je te vois déjà arriver avec Daniel sur c'était un plan de jeu facile, etc. On est quand même sur la plus longue série d'invincibilité pour un entraîneur du Real avec 40 matchs de victoire et de matchs non perdus. Donc je pense qu'il a quand même fait ses preuves en tout cas au Real Madrid et je vois pas comment on peut penser à quelqu'un d'autre, surtout qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'autres noms en face quoi. Alors oui, c'est vrai, il a gagné 3 Ligues des Champions en 3 ans, c'est extraordinaire. Hein. Mais globalement, quand tu as un effectif extraordinaire avec Modric, Toni Kroos, Ronaldo, Benzema, c'est quand même vraiment facile de gagner une Ligue des Champions. Donc même s'il a l'étoffe pour gérer un groupe, et ça on peut évidemment le reconnaître, mais globalement il est plus coach depuis 2021. Donc s'il reprend plus son poste, il reprend plus de poste, bah il sera au chômage jusqu'en 2026. Ouais, mais gérer un groupe gérer un nouveau groupe 5 ans après ne plus en avoir fait, c'est compliqué. Ouais, mais ça je suis pas forcément d'accord. Pour moi justement c'est peut-être le profil des entraîneurs qui enchaînent les clubs tout le temps, par exemple Pascal Duprat pour le citer, qui enchaîne beaucoup de clubs, etc. C'est peut-être ça qui est à remettre en question. On a entendu Jürgen Klopp il n'y a pas longtemps qui se disait très fatigué. Pep Guardiola c'est pareil, on l'a vu avec des marques sur le visage. Pareil pour Franck Hez qui dit qu'il est très fatigué et peut-être que justement le fait de ne pas avoir entraîné depuis 3 ans, ça pourrait lui apporter un autre point de vue tactique. Il a pu prendre du recul pendant ces 3 années et pourrait arriver avec une nouvelle vision sur l'équipe de France par rapport à Didier Deschamps qui lui est là depuis 12 ans et ça fait beaucoup trop de temps maintenant. Alors oui, peut-être que ça pourrait lui faire une pause, mais globalement, l'effectif de l'équipe de France, si on le compare avec 2018, il est quand même plus faible. Il y a pas mal de tensions dans le club avec Kylian Mbappé qui est capitaine, Griezmann qui prend sa retraite,
est-ce qu'il est capable, juste avec son étoffe et peut-être sa vision tactique, de remobiliser un nouveau groupe après une Coupe du Monde 2026, ou est-ce que la France sera aussi bonne qu'en 2022? On n'en est vraiment pas certain. Mais du coup, qui tu vois en face de lui? Parce qu'il y a quand même peu de noms qui ressortent, quoi. Alors, il n'y a pas forcément de gros noms. On peut par exemple citer Thierry Henry, qui a fait une très belle campagne aux Jeux Olympiques avec la France, une médaille d'argent. Ou par exemple, alors c'est jamais arrivé en équipe de France, mais pourquoi pas prendre un mec qui est à l'étranger? Par exemple, en Angleterre, on l'a fait avec Thomas Tuchel, et on pourrait très bien se dire, on pourrait aller chercher quelqu'un qui est à l'étranger. Bah en vrai, moi, sur le profil de Thierry Henry, il a fait des choses assez intéressantes avec les espoirs, mais on se souvient quand même de sa pige à Monaco, même si la sélection et les clubs, c'est quand même différent. On se souvient qu'il a quand même pas fait grand-chose, donc je trouve qu'il a pas montré assez de choses en tant qu'entraîneur. Alors, c'est une légende de l'équipe de France en termes de joueurs, mais en termes d'entraîneur, il a fait que 3 mois avec les espoirs, ou 6 mois, enfin quelques mois en tout cas, pour ses JO, quoi. Mais il a déjà une première expérience avec des Bleus, ce que Zidane n'a pas, en part en tant que joueur. C'est vrai. Mais après, pour appuyer sur Zidane, il y a quand même l'équipe qui a fait un sondage il n'y a pas longtemps. Alors c'est le sondage d'Odoxa pour Winamax et RTL qui a été relayé par l'équipe, qui montre qu'il est voulu par 65% des Français, là où Thierry Henry est voulu que par 12% des Français, donc ça fait quand même pas beaucoup. Et même si c'est que les Français, il y a aussi des entraîneurs qui pourraient prendre sa place. Bon, tu les as pas cités, mais ça pourrait être Franck Hez ou Bruno Genesio qui eux-mêmes en interview ont dit nous on veut Zidane, on milite pour Zidane. Donc même les mecs qui pourraient être à la place de Zidane disent qu'ils veulent Zidane, donc c'est quand même compliqué. On va s'arrêter sur ce dernier crochet dévastateur de Quentin qui a laissé Daniel complètement KO. Merci à tous les deux en tout cas, c'est vrai que c'est difficile de lutter contre une légende comme Zizou, mais il peut toujours y avoir des surprises, donc n'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux de JT Sport. Il est désormais temps de clôturer ce podcast par notre traditionnel quiz. 4 questions, 2 équipes mais un seul vainqueur, c'est parti. Corazón te gusta? How's the feeling of the game, of the match? ¿Qué te pensa? Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Allez, on commence avec une première question pour Théo et Daniel. Je rappelle que vous pouvez prendre un cash et donner directement la réponse, choisir un carré pour 4 propositions ou un duo pour 2 propositions. Auteur d'un doublé ce dimanche, Ousmane Dembélé a offert la victoire au PSG contre Saint-Etienne, mais combien de buts a-t-il inscrit cette saison en Ligue 1 ? On prend duo ou carré? Ouais, duo. Est-ce qu'il en a inscrit 10 ou 12 ? Bon, allez, 10. Ouais, 10. Bonne réponse. 10 buts pour Ousmane Dembélé, qui est sur le podium du classement des buteurs de Ligue 1, derrière Mason Greenwood et Jonathan David, avec 11 buts. Et à égalité avec Bradley Barcola, avec 10 buts également. L'équipe de Quentin et Nico, il va falloir répondre. Ce week-end a vu le retour des playoffs de NFL, donc les phases finales de la Ligue de football américain aux États-Unis. Quel est le nom de l'équipe qui a remporté les 2 dernières éditions ? Je pense qu'on va prendre un duo, ouais. Alors, est-ce que ce sont les San Francisco 49ers ou les Kansas City Chiefs ? Ouais, pour moi, c'est ça, les Kansas City. Tout à fait, c'est les Chiefs. Le nom est quand même parlant. Ça fait donc un point pour les 2 équipes. Théo et Daniel, l'Open d'Australie a débuté ce week-end. Vous avez écouté la chronique de Léo. Dans l'histoire, 2 Françaises ont remporté le Grand Chelem australien. Qui est la dernière à l'avoir fait ? Je suis pas sûr. Prends carré ou duo, hein. Carré. En carré, je peux vous proposer Marie Pierce, Amélie Mauresmo, Caroline Garcia ou Marion Bartoli. Bartoli ? Non, j'aurais dit... en fait, j'hésite entre Mauresmo ou Garcia, mais j'aurais dit Mauresmo. On valide Mauresmo ? Ouais. Tout à fait. Bien joué. Amélie Mauresmo, vainqueur de l'Open d'Australie en 2006. Dans les propositions, on avait aussi Marie Pierce qui l'a remporté en 95. Pas de grand chelem malheureusement pour Caroline Garcia, mais un Wimbledon pour Marion Bartoli. Ça fait donc 4 points pour votre équipe. Les gars, il faut au moins un carré pour égaliser. Le championnat d'Europe de handball masculin débute cette semaine. Quelle est la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition ? Duo. Ben non, on peut pas prendre duo. Duo, c'est pas une bonne idée. Oui, on est mort sinon. Prends carré. Un carré entre la Norvège, la France, la Suède carré, ça sert à rien. et la Croatie. Moi, je dirais la France. On valide la France ? Ouais, la France. C'est malheureusement pas la France. C'est la Suède qui domine le classement des titres de l'Euro de hand masculin. Félicitations Théo et Daniel, c'est sur votre victoire que se termine ce 11e podcast de la saison. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci à Nico, Léo, Carla, Théo, Quentin et Daniel en studio, ainsi qu'à Ludovic et Corentin en régie et à Romain pour le montage. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube EJT Sport et Instagram EJT.sport. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine et vive les sports.